Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Nous allons conserver votre anonymat parce que vous allez nous parler de votre histoire qui est assez difficile, avec beaucoup de problématiques tout au long de votre vie. Donc je vais vous laisser nous présenter un petit peu toutes ces difficultés que vous avez rencontrées sur votre parcours de vie. Bonjour. Ma vie, elle a déjà commencé pour ma part. Moi et ma jumelle, on a été placés dès l'enfance dans une famille d'accueil. Donc, on nous a retirés de nos parents. Et, et en fait, on est resté jusqu'à l'âge des 11 ans dans cette famille d'accueil parce qu'on a dénoncé des violences au sein de cette famille d'accueil. Moi et ma sœur, on se prenait des violences, des insultes. On était Par les parents de la famille qui vous accueillait? Oui, j'ai même été plantée à l'âge de 8 ans. J'ai sur ma main, on voit encore la trace. J'ai encore la cicatrice où j'ai reçu un coup de fourchette. Enfin, il y a eu plein de choses. Et en fait, moi, j'ai dénoncé au collège où j'habitais à l'époque. J'ai dénoncé les violences qu'on subissait. Et à ce moment-là, l'aide sociale à l'enfance a décidé de nous déplacer, mais de masquer. En fait, pour moi, c'était de masquer ce qui se passait. Donc, on a été placés. Il n'y a pas eu de poursuite envers la famille? Non, je faisais des séjours chez ma mère, enfin, entre guillemets, chez ma grand-mère, parce que ça se passerait pas très bien avec ma mère. Et ma grand-mère nous récupérait et en fait, on lui disait qu'on se faisait violenter par cette famille. Et elle voulait nous récupérer. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'aide sociale à l'enfance nous a déplacés de cette famille et nous a mis, vu qu'on était en province, elle nous a mis loin, dans la région parisienne, dans le 19e. Dans un foyer d'accueil cette fois-ci? Oui, dans un foyer d'accueil. C'était pour femmes. D'accord. Pour jeunes femmes. Et en fait, à l'âge de 11 ans, là, on a été plongé dans l'univers des foyers. Donc, je suis restée 2 ans, un an et demi, 2 ans, parce que ça se passait pas très bien. J'étais aussi une enfant révoltée, parce que je comprenais pas l'histoire, ma propre histoire. Mm-hmm. Du coup, ma sœur est restée dans le foyer et moi, ils m'ont fait changer d'autres foyers et à chaque fois, je faisais des fugues. Soit je dormais à la rue, soit je fuguais, je me retrouvais à la brigade des mineurs. Vous aviez quel âge? 13-14 ans à cette période? 13 ans. J'ai commencé la rue à 13 ans. Après, à chaque fois que je me faisais attraper par la police, vu que j'étais mineure, j'allais en garde à vue pour mineurs et on me plaçait dans des foyers d'urgence, le 115 en attendant de trouver un foyer, jusqu'à on m'a mis dans un foyer en province. Et là, ça se passe pas bien avec un éducateur. Donc, je me fais violenter par un éducateur. Et là, je préviens la police avec une de mes sœurs qui habitait dans cette même ville. Il s'est rien passé, mais j'ai prévenu mon père. Donc là, à ce moment-là, mon père vient me récupérer avec un de mes frères. Et lui, il crie au scandale que c'est pas normal. Il est parti voir le directeur de ce foyer. Et il a dit, c'est pas normal, ma fille, qu'elle se fasse... traitée de cette manière. Voilà. Mais il s'est rien passé au vu de l'aide sociale à l'enfance. Je suis restée dans ce foyer. Et j'ai été... on va dire que j'ai été punie. Donc, à ce moment-là, ils m'ont mis dans une chambre pendant 1 mois sous traitement. Donc, pour moi, c'était horrible jusqu'à ce que je cède à leur traitement. Et à ce moment-là, ils me changent de foyer. Quand vous dites un traitement, c'était un traitement pour que vous les laissiez tranquilles, qui vous mettait un petit peu dans un état végétatif? Dans un état... végétatif. Mais des fois, je le prenais pas parce que c'était... j'avais l'impression de prendre de la drogue. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, on me rechange de foyer et je me retrouve encore en région parisienne. Et puis là, je fais la rencontre d'un homme qui avait mon âge à l'époque. Et donc,
La relation s'est concrétisée et j'ai eu un premier enfant avec lui. D'accord. Vous aviez à peu près quel âge à cette J'avais époque? 17 ans et demi quand j'ai eu mon D'accord. fils. Bon, en même temps, je me suis mis très jeune avec lui, donc c'était pas évident. Donc, on s'est séparés. Mhm. Et donc là, je me suis retrouvée dans un logement social. Parce que bon, toute ma vie, j'ai voulu Vous en sortiez. m'en sortir. Donc là, je me retrouve dans un logement social. J'essaye de travailler. Donc là, je signe mon CDI. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ans. D'accord. Donc là, je signe mon CDI parce que ça se passait bien. Je faisais des extras pour une entreprise de collectivité, de restauration de collectivité. Et à ce moment-là, comme ça se passait très bien avec le directeur, j'ai signé mon CDI. Et à ce moment-là, vu que je suis seule et tout, je sortais de temps en temps. Et en fait, en face d'où j'habitais, il y avait une discothèque. Donc, pour moi, c'était un peu Un moyen de décompresser voilà, un petit décompresser. peu. Comme beaucoup de jeunes, hein, de toute façon. Oui. Et donc, du coup, j'y allais parce qu'en plus, c'était à côté. Et j'y suis allée plusieurs fois et ça se passait toujours bien. Mais j'étais pas dans l'optique de trouver une relation. J'étais seule, mais j'étais pas dans l'optique. Sachant que vous sortiez déjà d'une relation assez jeune avec un enfant, donc Oui. pas forcément évident. J'avais plus des amis que... Je préférais avoir des amis qu'avoir quelqu'un dans ma vie. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré cet homme qui me faisait penser au videur. En fait, je l'ai vu et j'ai cru que c'était le fils du videur. D'accord. Parce ils ont la même Même carrure? la même carrure. D'accord. Et du coup, il me dit non, je suis son neveu. Et puis, il y a une discussion qui s'est engagée, mais il faisait un petit peu peur quand même. Et du coup, à ce moment-là, on a discuté et en fait, c'était comme s'il avait réussi à mettre le grappin dessus parce qu'il m'a sorti il avait une entreprise de voitures, enfin un garage. Et puis moi, j'étais naïve. Donc je l'ai écouté et on est sorti dehors et là il me dit ouais, est-ce que tu viens avec moi à la pompe à essence? Je l'ai suivi. Donc je l'ai suivi et là à ce moment-là il me dit ouais, j'ai pas ma carte, est-ce que c'est possible de payer l'essence? Donc je lui ai payé par carte bleue avec ma carte bleue l'essence et à ce moment-là il m'emmène chez lui. Et là, moi, quand je commence à avoir peur, déjà quand je suis sortie de la discothèque, j'ai eu peur parce que la voiture dans quoi je suis montée, il y avait déjà une fenêtre qui était cassée. D'accord. Et là, mais malgré tout, voilà, j'ai pas... Donc, quand il vous propose d'aller chez lui, vous êtes un petit peu apeuré, vous dites non, vous acceptez? Je me dis, ouais, c'est bizarre quoi pour quelqu'un de emmener tout de suite chez lui. Donc là, mais en cachette. Donc on va chez lui. Bref, il m'emmène chez lui en cachette et puis après, il m'a dit « je te redépose ». Et moi, je voulais absolument qu'il me redépose chez moi. Donc, il m'a redéposé chez moi et en fait, là, à ce moment-là, ça fait comme si que, pour lui, que la relation, elle avait commencé en fait. D'accord. Donc, et donc, ça a été le début, entre oui, guillemets, d'un calvaire, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée cette relation par la suite? En fait... il a commencé à me poser des questions, donc il venait à mon domicile. Et puis moi, j'étais pas dans l'optique d'avoir une relation. Et en fait, mais bon, en même temps, j'étais naïve. Et du coup, ça a commencé qu'il venait chez moi, je le faisais rentrer, jusqu'à il commence à me poser des questions sur ma vie. Puis moi, je suis quelqu'un de très spontané et très... je suis franche. Donc c'est vrai que peut-être que j'ai trop raconté ma vie dès le début. Donc j'ai commencé à me lâcher. Et en fait, là, au bout de 3 semaines, les violences, elles ont commencé. D'accord. Mais c'était à ce moment-là une relation que amicale ou vous aviez déjà entamé une relation? En fait, je pourrais pas dire que c'était... Pour moi, c'était... J'avais pas de... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vous n'aviez pas conceptualisé que c'était une relation amoureuse, contrairement à cette personne qui, pour lui, s'était installée dans une relation. Voilà. Et donc, vous dites que les violences ont commencé. Oui.
comment se sont-elles manifestées et quelle a été votre réaction face à ça? Bah, en fait, il me posait. Alors, moi, il faut savoir qu'il me faisait des interrogatoires nuit et jour. Nuit et jour jusqu'à. J'en pouvais plus. Et si je répondais pas en fonction de ce qu'il voulait entendre, eh ben, il me frappait. Et là, j'ai pris peur. Et là, je me suis dit, mais c'est un malade, en fait, c'est un fou. Et il me posait beaucoup de questions sur le père de mon fils? De mon fils. Il me posait des questions sur les fréquentations que j'avais. Il me posait des questions. Enfin, il y a eu plein de choses. Jusqu'à un jour, c'est carrément sa mère et ses sœurs qui viennent en bas de chez moi. Et là, je me fais insulter de tous les noms. Pour quelle raison? J'ai pas compris. J'étais avec une voisine. Et elle a essayé de me défendre et en fait ils ont commencé à m'insulter de prostituée, de pute, j'ai eu le droit à tout. Et à 22 ans, quand on se prend ça dans la figure, c'est pas évident. Donc j'ai essayé de me défendre et j'ai pas compris. Et en fait lui, il n'était pas là et il est revenu et il m'a dit oui, c'est parce qu'il s'inquiète pour moi. Et quelle est à ce moment-là votre réaction? Est-ce que vous décidez de couper court? Oui. Est-ce que vous décidez de partir, En de fait, dénoncer les faits à la police? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai peur. J'ai peur et là, je me dis, même ma voisine, à cette époque-là, elle me dit, ouais, c'est des fous. Et elle me dit, ne reste pas avec lui. Donc, en fait, j'essaye de lui faire comprendre que pour l'instant, je veux être seule. Et en fait, c'est pas possible, c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, les menaces ont commencé. Donc, quel type de menaces? Oui, les menaces, c'est si t'as pas envie de te retrouver dans les bois avec une balle dans la tête. Voilà quoi. Nous chez. Vous fait une pression. Oui, il me fait une pression parce que pour déjà. ne pas que vous le quittiez en fait. Oui, et en même temps, j'apprends que en fait, il est en semi-liberté. D'accord. Donc. Il a déjà été condamné pour d'autres faits. Oui. Des faits similaires de violence ou d'autres faits qui n'ont... Non, c'est d'autres faits. D'accord. Et là, je me dis, en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur et du coup, je suis quelque part sous emprise. Donc, moi... Est-ce que vous allez voir la police à ce moment-là? Non. Pourquoi? La peur, non. Peur des représailles? Oui, puis moi, j'ai pas l'habitude de la police, en fait. J'ai pas l'habitude d'aller me plaindre. D'accord. J'avais pas l'habitude d'aller me plaindre. Donc, du coup, je ne dis rien. Bon, après, vu que j'étais suivie socialement, mon appartement était un appartement social, donc j'avais un suivi. Ils avaient écho qu'il y avait des violences, mais moi, j'en parlais pas, en fait, à cette époque-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je signe mon CDI, et là, le lendemain de mon CDI, il vient me chercher à mon travail. Et là, il me dit de monter dans la voiture. Il était avec un de ses amis. Et là, je monte dans la voiture. Et là, il m'explose la face, en fait. Il m'explose la tête, en fait. Il me donne des coups de poing dans la bouche et plein de sang partout. Pour quelle raison? Parce que je lui répondais pas, en fait, au téléphone. D'accord. À l'époque, c'était les premiers portables. D'accord. Et je lui répondais pas au téléphone. Moi, j'étais au travail. Et du coup, là... Donc il vous défigure. Voilà, il commence à me frapper au visage et là, je prends peur. Il dit à son copain, viens, on l'emmène dans les bois. On l'attache et on l'emmène dans les bois. Et là, moi, je hurle dans la voiture. Et en fait, c'est une pression qui me met. Et là, vous voyez votre vie défiler devant vous. Vous dites que c'est peut-être la dernière il va heure. me tuer. Il va finir par me tuer. Parce qu'en fait, il avait des discours de voyoucratie, en fait. D'accord. Et là, moi, j'ai pris peur. Il a commencé à me ramener chez ses parents, malgré qu'il m'avait insulté et tout. Donc, je suis rentrée, malgré moi, dans sa famille. Et puis, j'avais l'impression d'être une bête de foire, en fait. D'accord. Et là, après, j'avais l'impression que ça y est, j'étais... Vous faisiez partie de sa famille. Oui. C'est comme si vous aviez un peu possédé, que vous étiez devenu... entre guillemets son objet. Oui. Donc à ce moment-là, moi, vu que j'avais signé un CDI, le bailleur social m'avait proposé un bail glissant. D'accord. À l'époque, ce que j'avais accepté au début. Et puis lui a tout fait pour que je le refuse.
Et D'accord. quand je l'ai refusé, ils m'ont mis à la rue. Et là, je me Pour retrouve... éviter que vous obteniez votre indépendance, en fait. Exactement. D'accord. Parce que j'avais visité l'appartement, j'avais dit oui. Et en fait, je perds mon logement. Et là, je me retrouve au 115. Et là, c'est l'enfer. C'est l'enfer jusqu'à... lui, on entend... pendant que moi, j'étais au 115, il était avec une autre jeune fille qui était mineure à l'époque. D'accord. Vous en aviez connaissance de ça ou vous l'avez découvert par la suite? J'avais des rumeurs, mais bon, moi, je m'en foutais un petit peu parce que je voulais m'en débarrasser. Et puis limite, ça vous permettait d'être tranquille à certains moments. Oui, mais sauf que lui, il me l'a ramené jusque quand il venait même m'harceler au 115. D'accord. Et il me l'a ramené. Les violences ont continué combien de temps? Ils ont continué jusqu'à ce que je sorte du 115. Donc à ce moment-là, mon fils est placé. D'accord. Il est placé, mais je préfère qu'il soit placé à ce moment-là parce que moi, j'étais à la rue. Et du coup, je me retrouve embrigadée dans le périmètre familial. D'accord. De cette personne. Oui. Et est-ce à quel moment vous décidez de dénoncer les faits, d'aller voir la police? C'est pas tout de suite. C'est bien après. Oui, parce que il m'a fait des humiliations. Déjà, j'avais aucun rapport consenti avec lui. En fait, c'est pas quelqu'un que je voulais à la base. Jusqu'à son père me dit, en fait, il me reçoit avec. C'est compliqué. En fait, son père m'avait proposé. Non, c'était après. Il n'y a pas de souci, prenez le temps, mais pour remettre, on va dire, les idées dans En fait, alors, quand je suis arrivée dans son périmètre familial, je suis hébergée par une voisine de sa grand-mère pendant un temps. Et ensuite, c'est sa grand-mère qui m'héberge jusqu'à ce que j'ai un logement. Et en fait, je l'ai obtenu assez rapidement parce que son oncle travaille pour le bailleur. D'accord. Et là, je me retrouve dans un logement. Mais bon, lui, il fait des allers-retours en détention. Donc, il faut aussi aller assumer les parloirs. D'accord. Et en fait, si je n'assumais pas les parloirs, de toute façon, il m'appelait de la détention. Il faut savoir qu'ils ont un téléphone en détention. Ils arrivent à se procurer un téléphone et qu'ils m'appelaient de là-bas et que j'avais intérêt de venir au parloir. Donc moi, en fait... Sinon, c'était encore des menaces. Oui, et moi, j'étais sous emprise. Puis en même temps, je me suis dit, au point où j'en suis, j'ai accepté. On va dire... Vous étiez résignée à ce moment-là? Oui, je me suis résignée. Jusqu'à 2002. Je voulais pas y aller. En même temps, je voulais pas y aller. Et il se passe ce qui se passe dans les parloirs. Donc, les parloirs, c'est 30 minutes. Et monsieur me demandait des choses, de faire des choses. Je le faisais à contre-cœur. Et en fait, pour moi, c'était une corvée. C'est quoi, d'avoir des rapports avec lui des choses. Et en fait, je ressortais, j'étais écœurée. J'étais écœurée et... Donc, quand je rentrais des parloirs, je devais rendre des comptes à sa famille parce que les vêtements, c'était sa mère qui les lavait. En fait, d'un côté, ça arrangeait la famille que j'aille au parloir parce qu'au moins, il faisait pas cette corvée-là. Et puis, de l'autre côté, je devais rendre des comptes, quoi. D'accord. Et en fait, quand on est sous emprise, il y a des choses qui vous... je sais pas comment expliquer. Comme si que ça devient normal, en fait. Ça devient normal, mais en même temps, c'est un instinct de survie, en fait. Et on se dit qu'un jour, moi, je me disais toujours, un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et là, il commence... j'ai mon fils. Je suis tombée enceinte avant qu'il sorte. D'accord. J'ai décidé... Suite à une visite au parloir. Voilà, mais j'ai décidé de... J'ai assumé cette responsabilité de le garder. D'accord. Et donc même si c'est pas un enfant voulu, j'ai décidé de le garder. Et en fait, il sort 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines avant que j'accouche. Et en fait, le soir où j'accouche, la veille, il me frappe. Il me donne des coups de poing dans le ventre, il me violente. Et là, j'appelle son frère, en fait. J'appelle son frère et là, je lui dis, il va finir par me tuer. Donc son frère vient et c'était pas le moment, je devais accoucher 1 mois après. Et en fait, je devais accoucher au mois de novembre et on était en octobre. Et ce qui s'est passé, c'est que
Il n'a pas arrêté toute la nuit. Son frère repart et il n'a pas arrêté toute la nuit. Et vers 6 heures du matin, je perds les os. Et en fait, je comprends que mon fils ne supporte pas lui-même les coups dans le ventre. Donc là, je suis partie accoucher. Et en fait, un accouchement, parce que j'ai déjà accouché, c'est censé être heureux. Mais là, c'était de la douleur. L'enfer. Mais je ne l'ai pas dit aux infirmières parce que lui, il était là. Et à un moment, j'ai demandé à l'infirmière qu'il sorte. Et à ce moment-là, j'ai pu accoucher. Tellement la douleur des coups de toute la nuit que j'avais pris, je pense que mon fils a dû en souffrir, que quand ils m'ont mis la péridurale, elle m'a dit, ouais, vous mettez qu'une fois, vous rechargez qu'une fois, et moi j'ai rechargé à bloc, quoi. Et les infirmières ne se sont pas rendues compte à ce moment-là que vous aviez été victime de violences pendant la nuit ? Non, parce que moi, ma priorité, c'était que j'accouche et que je fasse sortir mon fils. Et malgré les coups que j'avais pris, j'ai pas voulu, parce que de toute façon, ils étaient là. Parce qu'ensuite, la famille est venue et je me suis dit, si je dis quoi que ce soit, j'ai pas envie d'avoir des représailles, quoi. D'accord. Comment ça se déroule par la suite ? Donc le petit vient au monde. Et en fait, les violences continuent. Sur vous et l'enfant ou que sur vous ? Sur moi, mais il s'empêchait pas de me taper avec l'enfant. Et là, un jour, il me tape tellement fort que j'ai tout le bras. Tout le bras, c'est même pas bleu, c'est noir. Et là, moi, je m'enferme dans les toilettes avec mon fils qui avait à peine 5 mois. Et c'est là que j'ai commencé à appeler la police. Donc là, je me suis enfermée. Je suis restée peut-être 1 heure dans les toilettes. D'accord. Et en fait, donc au bout de combien de temps de relation, grosso modo, vous avez décidé d'appeler la police ? Ça faisait combien de temps que vous étiez avec lui à ce moment-là ? En 2002. 2002, quand oui. Et donc en 2003, début 2003. À peu près 4 ans après, quoi. Oui. D'accord. Oui. Et la police est venue, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus à 4 voitures, parce que, ils savaient de qui... à qui ils avaient affaire ? À qui ils avaient affaire. Et là, je vois toute la famille qui est devant la porte. Alors qu'ils étaient dans un autre quartier, donc je sais même pas comment ils ont été au courant. Lui qui est devant la porte. Et là, il y a une policière qui me demande de sortir, et j'avais le petit dans les bras qui hurlait. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on on a du mal à m'emmener au commissariat. Elle me demande si c'est lui qui m'a fait ça. J'ai dit oui. Et là, je suis emmenée au commissariat. Donc là, je dénonce les violences qu'il me fait. J'ai dénoncé le viol. Et là, elle me dit, vous savez qu'il faut porter plainte pour le viol. Et moi, j'avais tellement peur, donc j'ai dénoncé que les coups. D'accord. Donc là, j'ai commencé à dénoncer les coups. Ils m'ont trouvé une chambre d'hôtel pour le soir. Puis après, le lendemain, j'avais pas de suivi. Donc vous êtes retourné je suis retournée avec les épargnes. D'accord. Voilà. Il y a eu des répercussions Comment a-t-il pris le fait que vous dénonciez à la police et que vous preniez enfin cette décision de raconter aux forces de l'ordre ce qu'il vous arrivait ? Je sais pas si il en prenait compte, parce que il avait tellement une emprise sur moi que ça rebelote. Il revenait chez moi, il recommençait, et en fait il n'habitait pas forcément chez moi, parce que toutes ses affaires étaient chez sa mère. D'accord. Et en fait, et ce dépôt de plainte a donné quoi par la suite ? Rien. Il n'y a pas eu d'affaire, il n'y a pas eu d'audience, ça a été classé sans suite ? Il n'y a rien eu. J'ai pas eu de nouvelles. Et la police n'a pas J'ai même pas cherché... vu de médecin, j'ai rien vu. J'ai rien vu. D'accord. Pourtant, ils ont constaté les marques que j'avais. Et les policiers ne vous ont pas rappelé pour prendre de vos nouvelles ou quoi que ce soit ? Rien Non, par contre, ils ont eu des nouvelles parce qu'ils venaient à mon domicile. Parce que moi, à chaque fois, je les appelais, je hurlais. D'accord. Ce qui me frappait. D'accord. Et donc, ils revenaient ? Voilà. Ils revenaient, et là, la police venait, rentrer dans mon domicile, et il disait, il l'appelait par un petit nom. Donc, comme si il le connaissait. Puis il lui disait, il faut se calmer. Hein. Et puis moi, je me disais, C'était la seule réponse qu'ils apportaient à ce moment-là à votre souffrance ? Oui. Ils demandaient à votre... De se calmer. D'accord. De se calmer, jusqu'à ce que, une fois, dans la voiture, ils m'ont dit, vous avez qu'à pas vous mettre avec une crapule. La plus grosse crapule de... Donc cherchez même à vous culpabiliser. En gros, c'est un peu de votre faute si vous êtes dans cette situation-là. Oui. D'accord. Après, qu'est-ce qui se passe
Bah après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 2003, euh, en fait, il joue au chantage avec mon fils. En fait, Avec le premier ou non? non, mon deuxième. D'accord, Donc il faut savoir que mon premier fils a vu toutes les violences. d'accord. Il n'était pas placé à ce moment-là? Il était placé, mais il De était temps en souvent, temps, il venait chez vous quand même. voilà. D'accord. Et en fait, il était placé par un membre chez un membre de ma famille. D'accord, donc il venait vous rendre visite régulièrement et il a Oui. été témoin de ces violences. Oui. D'accord. Et donc, et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai préféré qu'il soit placé. En fait, il a été placé par l'aide sociale à l'enfance, mais c'était quelqu'un. J'ai appris que c'était Quelqu'un de la votre cousine. famille Oui, qui... c'était la cousine de ma grand-mère. Enfin, le mari était le cousin de ma grand-mère. D'accord. Donc quelque part, j'ai préféré parce que moi, il fallait que je me sorte de Ouais. cette histoire. Puis vous estimiez qu'à ce moment-là, il était plus en sécurité. Oui, parce chez qu'il était quelqu'un malade. d'autre. Il est né aussi avec une déficience. D'accord. Donc, Et donc vous disiez juste avant qu'il faisait du chantage avec votre fils, donc avec le fils que vous avez eu avec lui, de quelle manière? ben, il me le prenait. D'accord. Il me le prenait, il le ramenait chez ses parents. Et puis sa mère, une fois, m'avait dit c'est pas ton fils, c'est mon fils. D'accord. Donc à ce moment-là, j'en pouvais plus. Donc moi, j'allais le récupérer. À chaque fois, j'allais le récupérer. Puis à chaque fois que j'allais le récupérer, bah, il me faisait la misère. Et en fait, c'était un chantage. Si je ne restais pas avec lui ou que je le accepte pas chez moi ou que je l'écoute pas ou que je sois pas dans cette relation, si je me refuse, j'aurai pas mon fils. Et donc je crois savoir en 2004 que vous avez réussi quand même à le faire condamner. Oui. Bah, j'ai réussi à le faire condamner après avoir vécu des années de violence. Il me défigure en 2003. Il fait 1m95, enfin 1m90, 130 kilos. Il avait mon fils dans les bras et là il défonce la porte. Je tombe sec par terre. Donc son poids à lui plus une porte blindée, je tombe par terre et là je suis emmenée d'urgence à l'hôpital. D'accord. Et à l'hôpital, bah, j'ai pas pu déposer plainte à ce moment-là. Le père est là, son père à lui est là. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, peut-être quelques jours après, il m'emmène chez la famille. Et là, j'ai toute la famille qui est là. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils font tout pour pas que je dépose plainte parce que j'avais j'avais tout le visage défiguré, j'avais plus de dents, j'avais plus le nez, j'ai le nez qui était cassé, mais vraiment de travers. Enfin, j'étais défigurée. Et donc c'est suite à cet épisode que vous avez déposé plainte et que là, cette fois-ci, il y a eu une audience. Non, j'ai pas déposé plainte à ce moment-là. D'accord. J'avais prévenu, mais le problème, c'est que je me disais, il faut que je me dis, il y a eu cet élément-là, il va me laisser tranquille, je vais me sauver. Mhm. Et moi, je voulais, à cette époque, je voulais appeler mon père, mais il était en Algérie, donc je pouvais pas. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que vous ne vouliez pas forcément trop mêler votre famille à cette histoire, de peur que ça dégénère et que ça fasse un conflit familial et qu'il y ait des répercussions dramatiques. Ouais, parce que mes frères, ils n'auraient pas apprécié. Ils n'auraient pas. Forcément. Et mon père aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, août 2004, là, il me renlève encore mon fils. Et là, je me retrouve chez lui, donc à réclamer mon fils. Et là, il me projette avec son poids violemment chez lui. Et là, il me brise les côtes. D'accord. Donc là, à ce moment-là, je hurle. J'ai mal, ils me gardent à peu près 1 heure chez eux. Et jusqu'à ce qu'on me laisse sortir, je prie pour qu'ils me laissent sortir parce que je souffre. Et là, à ce moment-là, il y a les pompiers. Et je peux faire intervenir les pompiers D'accord. Et la police. Et à ce moment-là, il est mis en garde à vue que le lendemain. Donc je suis reçue par la police. J'étais aussi pris en charge à l'hôpital. Et là, le lendemain, je suis convoquée au commissariat. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis en garde à vue et là, il y a la confrontation donc avec sa mère, sa sœur et lui. Donc une première fois avec sa mère et sa sœur, donc qui mentent. Pour le protéger. Voilà. Et puis lui après. Et là, les policiers me l'ont dit, quoi, si ça fait plus de 10 jours, ils attendaient les résultats. C'est la prison. D'accord. Et comme ça faisait plus de 10 jours, ils l'ont mis en détention et il a été jugé 1 mois après. D'accord. Et était condamné à quoi?
Il a été condamné pour menace de mort réitérée, donc pendant toutes les années où j'étais avec lui. Il a été condamné pour violence, coups et blessures et menace de mort réitérée. Et à 1 an, là, le procureur avait demandé 5 ans. D'accord. Et Ils l'ont condamné à 1 an. les juges l'ont condamné à 1 an et il n'a fait que 6 mois. D'accord. Mais je n'avais aucune protection. À ce moment-là, vous estimez que les forces de l'ordre et la justice ont été défaillantes à votre endroit? En fait, moi, sur le coup, j'ai ressenti une satisfaction dans le sens où ça a quand même été pris en compte. D'accord. Et je me rappelle, ce jour-là, il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait des avocats, des jeunes. Enfin, ils ont voulu... je me rappelle, la procureure, elle avait dit je veux plus entendre le nom de madame dans les commissariats. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup été au commissariat. Et en fait, je me suis dit, je me suis satisfait de cette... Au moins, il y avait une reconnaissance. Une reconnaissance. Mais en fait, le calvaire a continué. De quelle manière? Donc, je passe au tribunal des affaires familiales pour avoir la garde. Je fais tout dans l'ordre et donc j'obtiens la garde. Il a le droit classique. J'avais aucune protection. J'aurais pu être protégée, mais je n'ai eu aucune protection. Vous n'avez jamais eu d'ordonnance de protection? Non, aucune. Jusqu'à août 2005, il me refait la même chose. Il me reprend mon fils alors que ce n'était pas... Et là, je décide d'aller le chercher encore. Et là, je vais encore le chercher chez sa grand-mère. Et je vois sa mère, je vois ses sœurs. Je lui dis, ouais, il est où mon fils? Et là, ils me disent, il n'est pas là. Et là, ils sortent tous dehors. Donc, ils me disent qu'il n'est pas là. Là, il y a mon fils qui sort. Je le vois, il est tout petit. Et il crie, maman, maman. Et là, j'ai la mère. Donc, parce que la mère, il faut savoir qu'elle a souvent favorisé à ce qu'il me... Il vous violente. Il me violente. Et là, à ce moment-là, elle vient dehors et elle me prend ma poussette, elle me la jette. Et là, je suis... ses sœurs, on me tombe à 5. Et là, je subis une 30aine de coups. Et lui, il est là. Je le vois. Parce que je suis par terre et je vois ses pieds. Et j'ai mon fils qui hurle. Vous avez dénoncé ces faits? Oui, j'ai dénoncé, j'ai déposé plainte. Ça a donné quoi? Violence volontaire aggravée, traumatisme crânien. Il y avait un certificat médical, 10 jours d'ITT au sens pénal. Ouais. Et en fait... c'est du correctionnel à partir de 8 jours. Voilà, et là on se retrouve au tribunal, je me retrouve dans une conciliation, je crois que c'était en 2006, dans une conciliation pénale de sa ville. Donc la ville de Chelles, je rencontre un vice-procureur ou un procureur qui fait une conciliation pénale et qui demande de m'arranger avec sa sœur. Parce que c'est sa sœur qui prend sur le dos. D'accord. Et vous avez accepté? En fait, moi je suis un peu... je me dis, ouais, en fait, c'est un arrangement, quoi. Ils me demandent de faire un arrangement, alors que ils ont failli me tuer. Ils ont failli me tuer. C'est ça qui me... Sachant que même le procureur qui a l'opportunité des poursuites, à ce moment-là, peut lui-même décider de poursuivre. Oui. Et ne pas forcément vous demander une conciliation, parce que pour des faits aussi graves, avec 10 jours d'ITT en plus, il est très rare qu'on parte dans une conciliation. En général, il y a une audience, il y a un procès, et il y a des réquisitions du procureur pour que les personnes puissent être condamnées. Là, il propose un rappel à la loi, il la prévient, il dit qu'il ne faut pas la retoucher. Enfin, c'est le schéma habituel que j'entends tout le temps, ne pas recommencer. Et puis finalement, tout le monde s'en sort, voilà. À part vous, bien entendu. Elle avait 6 500 € de dommages et intérêts. D'accord. Qu'elle n'a jamais honoré. Ouais. Donc moi, ça m'est resté. En moi, c'est la colère, elle est restée. Cette frustration, bien entendu. Et après, par la suite... Jusqu'à quand ça a duré? En fait, en 2006, j'ai réussi à alerter le maire de Chelles, me fait un courrier à la sécurité départementale du département en signalant l'urgence de me faire déménager, ce qui est très très dur, difficile. Ma sœur, vu qu'elle habitait Pontoise, je décide de me rapprocher d'elle et là je fais des courriers, je rencontre la maire adjointe qui là, étant donné que parce que il faut savoir que la justice m'a toujours pris pour une faible, enfin pour une personne fragile, alors que moi je me défendais toute seule.
Et donc, je travaillais, j'essayais de m'insérer. Et là, je trouve un travail à l'hôpital de Pontoise. D'accord. Et à ce moment-là, je peux obtenir un logement. D'accord. Donc, vous déménagez là-bas Voilà. en espérant mettre fin à ce calvaire. Voilà, mais ça continue. Ça continue. Parce que, en fait, lui-même, même quand il est incarcéré, il arrive à semer la terreur. Et en fait, mes enfants sont placés. Sa mère, elle fait des signalements, en fait. Elle fait des signalements. L'enfant que vous avez avec lui. Oui. D'accord. Elle signale, elle dit que, en fait, ils passent leur vie à signaler. À signaler, à faire. À signaler quoi ? À signaler le danger, que mes enfants sont en danger avec moi. D'accord. On dirait qu'ils ont des liens partout. Et en fait, à ce moment-là, mes enfants sont placés. Et c'est vrai que, bon, entre 2005 et 2006, il fallait que je trouve une solution pour mes enfants. Donc, j'avais trouvé une solution d'un côté, une autre solution de l'autre côté. Et en même temps, c'était pas évident. Mes enfants, c'est vrai qu'ils n'étaient pas stables. Jusqu'à ce que je trouve l'appartement. Et au moment où je trouve l'appartement, mes enfants sont placés. C'est là qu'on vous les retire. Voilà, on me les retire. Jusqu'à je commençais à écrire au gouvernement. Enfin, j'ai commencé à écrire au gouvernement à Monsieur Sarkozy à plusieurs reprises. Je leur disais, on m'a placé mes enfants injustement. C'est moi la victime. Ma sœur fait des courriers en disant que je suis une maman respectable. Sauf que voilà, j'ai été une femme violentée et que c'est pas normal. Ces courriers-là ont porté leurs fruits ou pas ? J'ai reçu beaucoup de courriers de la part du gouvernement, mais il ne se passait rien. D'accord. Jusqu'en 2008. Et donc là, moi, j'arrive à récupérer mes enfants. Et mon fils... Les deux fils ? Oui, D'accord. ils sont scolarisés. Donc, pour un de mes fils, parce que bon, le plus grand est resté un peu où il avait été placé. Mais bon, j'ai pu le récupérer après. Et en fait, mon fils que j'ai avec lui, il était scolarisé à Pontoise. Et là, j'apprends qu'il est radié. En fait, il continue encore à m'harceler, à me menacer de mort, à m'intimider au téléphone. Et moi, mon fils, mes enfants, le prennent un peu... Enfin, c'est destructeur. Et du coup... il arrive à radier mon fils de l'école de Pontoise, l'école maternelle. Donc là, j'appelle l'école, je leur dis c'est pas normal. Il arrive à le réinscrire dans une autre école. D'accord. En disant que j'étais morte. Donc à l'école de Chelles. D'accord. En disant que j'étais morte. Il arrive à... jusqu'à ce que la justice se décide qu'il faut qu'il me rende mon fils. Et là, en octobre, je crois, 2008, je fais hospitaliser mon fils. Et là, mon fils, parce qu'il est en crise, il ne supporte pas le harcèlement, il y a tout le temps de la violence, il est tout le temps là parce qu'il faut savoir qu'il vient devant mon domicile, il m'insulte, il me dénigre, il me salit. Et du coup, mon fils hospitalisé... le plus grand ou le plus petit ? Non, mais il insulte les deux. Hein. D'accord. Enfin, il insulte, oui, le plus grand, il me salit moi. Le plus grand, il a des propos à caractère racial. Parce que le plus grand a des origines diverses. D'accord. Donc, il l'insulte de... J'ai pas envie d'en parler, mais c'est Des lourd. propos à caractère raciste. Oui. Et puis, jusqu'à ce que, là, à l'hôpital, donc mon fils est hospitalisé, le plus petit. Et là, il l'enlève. Donc, l'hôpital m'appelle en me disant que mon fils n'est plus là. D'accord. Et moi, je sais automatiquement que c'est lui. Et j'apprendrai qu'il l'a kidnappé. Donc, je porte plainte pour soustraction d'enfants. Et en fait, j'apprendrai qu'il est parti le kidnapper avec son frère déguisé en blouse d'infirmier. D'accord. Comment vous avez su ça ? Parce que tous ces faits, il s'en vante, en fait. D'accord. Il s'en vante. En fait, il se prend pour un caïd. Il se vante de tous les faits qu'il commet vis-à-vis de moi. Et ça a donné quoi, donc, cette procédure ? Rien du tout. Les enfants ont été placés. Vos enfants ont été donc de nouveau Oui. placés après Donc, les avoir et en récupérés. fait, ils se font placer. Donc moi, j'habite... C'est moi qui ai la garde de mes enfants. Et en fait, la justice me convoque de Meaux. Alors que j'habite Pontoise. Donc normalement, s'il y a la justice qui doit me convoquer, c'est Pontoise. Eh ben non, je suis convoquée encore
par la justice de Meaux. Et là, la justice de Meaux décide. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais un petit peu. Donc lui, il doit ramener l'enfant. Et moi, je dois ramener mon fils, le plus grand. Et là, je vois qu'il y a des policiers. Je vois qu'il y a un policier avec un chien. Et ça, je me rappellerai. Parce que on garde. Il y a beaucoup de choses que je. Sur des images fortes qui Oui. restent. Et là, j'apprends que mes fils sont replacés. Et là, c'est un de mes fils. Donc, elle s'en prend à un de mes fils en disant qu'il est effacé alors qu'il a un handicap, le plus grand. Et puis là, j'ai mon deuxième qui hurle et qui se met par terre. Donc, c'est injustice sur injustice, en fait. C'est moi la victime et C'est vous qui subissez tous les deux. voilà. Donc vous subissez injustice sur injustice, parce qu'il y a l'injustice qu'on s'en prenne à vous physiquement et psychologiquement, l'injustice que vous ne trouviez pas le secours nécessaire auprès des autorités censées vous protéger, l'injustice aussi de voir que certains acteurs judiciaires ne prennent pas la gravité des faits en ne vous protégeant pas non plus, l'injustice de vous voir retirer vos enfants. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup pour une seule et même personne. Et donc à la suite de ce placement, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai quand même beaucoup de menaces, des intimidations. Et finalement, j'en peux plus. J'en peux plus parce que je n'avais pas dit, mais à l'époque, moi, il me menaçait avec des armes. D'accord. Donc, Des armes à feu ? oui, il y en avait dans mon armoire. Donc déjà, en fait, c'était comme si c'était chez lui, chez moi. Donc, il avait placé des armes dans mon armoire. Il y en avait aussi dans la voiture. Et puis moi... Moi, juste une petite question comme ça. Est-ce que ça ne vous a jamais traversé l'esprit un jour d'utiliser ces armes contre lui, au vu de toute cette souffrance qu'il vous a fait endurer ? J'en ai parlé à la justice, parce que comme ils m'ont posé des questions pour résumer, oui, en fait, j'ai voulu ça. J'ai dit en fait, je voulais sa mort ou la prison à vie. D'accord. Pour que ça Je s'arrête. souhaitais aussi parce que comme il faisait du trafic la nuit, je souhaitais qu'il se fasse attraper puis qu'il se fasse condamner à une grosse peine. D'accord. En fait, j'ai commencé à me protéger malgré que ça servait à rien, mais par instinct, j'avais un poignard, je l'ai mis en dessous de mon matelas. Et j'ai dit la prochaine fois qu'il me touche, je me défends. D'accord. Mais en même temps, j'ai pas ce truc d'être une meurtrière. Donc, Bien sûr. Et donc, vous me disiez après que vous n'avez pas vu vos enfants pendant un certain temps ? Oui, j'ai pas vu mes enfants pendant un certain temps. Donc, et là, donc à ce moment-là, on repasse en jugement. Et là, à la justice de Pontoise. Et là, je cède. Je cède la garde parce que moi, j'en ai marre de la famille, d'avoir la famille sur le dos et lui-même. Donc, je finis par céder. Par lui laisser la garde de votre enfant. Oui, parce que j'en pouvais plus. quoi. D'accord. J'en pouvais plus. C'était trop. Ce qui m'avait fait toute sa famille, lui, c'était trop. Puis c'était peut-être à un moment donné aussi une solution pour vous, en espérant que tout ce calvaire se termine enfin. Oui. D'accord. Et c'est à ce moment-là que je décide de partir au pays à plusieurs reprises pour essayer de décompresser. D'accord. Parce qu'en fait, j'étais inexistante ici. Mhm. Et j'ai voulu en parler à mon père, mais j'ai pas pu. D'accord. Donc, en 2010, je cède La garde. la garde. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vois pas. En fait, mon droit de garde, j'avais le droit de garde classique. Donc, lui, j'avais la moitié des vacances et un week-end sur 2. Sauf que lui ne l'entend pas de cette oreille. C'est lui la justice. En fait, la justice a ordonné des papiers, mais lui, il ne suit pas les papiers. D'accord. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Donc il ne vous octroie pas, enfin il ne vous permet pas d'avoir cette garde classique et ne vous donne pas l'enfant au jour et horaire où il doit vous le donner. Non. Vous le signalez, ça ? Oui, je le signale. Je le signale. D'ailleurs, mon fils était suivi D'accord. par un service éducatif, donc je Mhm. l'ai signalé. Je me rendais jusqu'à... c'était Noisiel à l'époque. Mhm. Donc moi, je me rendais, mais lui, apparemment, je ne sais pas s'il les voyait. Et en fait, je dénonce, mais il ne se passe rien. Pendant combien de temps vous n'avez pas vu votre fils, du coup, à cause de ça ? Donc en fait, je le vois de 2010. En fait, ça a duré 8 ans.
Je ne le vois pas pendant 8 ans. Mais je le vois 3 fois en 8 ans. Vous avez vu votre fils 3 fois en 8 ans 8 ans, oui. alors que vous étiez censé le voir Et pendant pourtant, toutes les vacances et un je le week-end sur- réclame. Donc, lui, il dit... Et pendant ces 8 ans, il n'y a pas la justice à un moment donné qui l'a contraint à appliquer le jugement qui avait été prononcé ou Ben, moi, j'en parle aux éducateurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ordonnances de convocation. Mais moi, à chaque fois, je me faisais menacer par sa famille. Donc, j'avais le droit soit à son père, soit à lui qui m'appelait pour me dire « Ouais, c'est pas la peine de te rendre... D'accord. Donc vous aviez encore peur qu'il s'en prenne Oui. physiquement à vous Oui, si puis vous mon ne- fils était là-bas. Et moi, j'avais pas abandonné mon fils. J'étais dans l'impossibilité. Moi, je recevais des menaces des sœurs, d'une des sœurs. Enfin, même mon fils a essayé de me contacter. Ils ont coupé net jusqu'à en 2008. En 2018. Là, j'apprends la mise en examen de mon fils. Pour quelle raison? Parce qu'il a commis un fait de braquage. Il avait quoi, une Ah, quinzaine d'années en 2018? 15 ans, ouais. 15 ans, d'accord. Braquage à 15 ans? Voilà, et je venais de le voir peut-être une semaine avant. Donc c'était la 3e fois que je le voyais. D'accord. Ça s'était passé entre guillemets bien avec lui, mais le problème c'est que moi j'ai tout le temps lui sur le dos, l'harcèlement. Donc il m'appelle constamment. Et puis moi j'en pouvais plus, c'était ingérable en fait. Mhm. Donc mon fils repart chez lui et une semaine après, j'apprends qu'il a braqué un bar tabac. Un bar tabac. D'accord. Et donc il est mis en détention, comment ça se passe? Parce qu'il Il a est quand mis même en que centre 15 ans, fermé. Il est mis en centre fermé parce qu'il faut savoir mon fils n'avait pas de casier judiciaire. D'accord. Et c'est à ce moment-là que mon droit, parce que même la juge ne me prévient pas quand il est mis en examen, je l'apprends par un membre de ma famille. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, je prends contact. C'est moi qui est obligée de chercher mon fils dans toute la France. Et là, je le retrouve dans un CEF à Épinay-sur-Seine. Et là, je prends contact, attache avec le centre. Et là, je commence mon droit de mère, en fait. Et comment vous expliquez que votre fils se rende coupable d'un tel fait si jeune? Bah parce qu'il vit dans un climat de voyous, où chez eux, pour être crédible, il faut faire des braquages. Pour être un homme, il faut faire un braquage. D'accord. Moi, je pense qu'il a été poussé. Par son J'en père. ai presque la certitude, mais après, pour moi, c'est lui qui l'a formaté. Parce qu'à 15 ans, je veux dire... On pense à autre chose logiquement. Ouais, puis dans le contexte, comment il l'a braqué, parce qu'il s'est fait juger, hein, mais dans le contexte que c'était pas, il a pas fait, il a commis aucune violence. D'accord. Donc pour moi, il l'a poussé, il l'a formaté, et mon fils a abdiqué. Et donc c'est à ce moment-là donc, que vous pouvez commencer à le revoir Oui. de manière plus régulière. Voilà, mais bon, ça se passe pas très bien au centre fermé, donc monsieur harcèle encore. Harcèle moi, harcèle le centre, me dénigre auprès de l'éducatrice judiciaire Mhm. qui apprend aussi mon histoire, qui dit que c'est pas normal, qui me dénigre comme ça, il m'insulte de prostituée, de pute, de femme qui a abandonné son fils. Enfin, il me dénigre dans tous les sens. Et en fait, là, l'éducatrice judiciaire comprend que c'est lui Le manipulateur. Voilà, il manipule tout le monde. D'accord. Et là, à ce moment-là, mon fils, il fait des bêtises. Des bêtises, dans le centre fermé. Donc, il a été révoqué à plusieurs reprises jusqu'en mois de février. Mais je pense qu'il fait des bêtises dues au harcèlement aussi. En fait, il ne le laisse pas tranquille. Et là, à ce moment-là, il est déféré au Meaux, au tribunal de Meaux. Et il n'y a que moi pour le défendre. Et là, le juge décide de le placer le 4 février en détention à Fleury. D'accord. Donc là, je hurle dans le tribunal. L'éducatrice judiciaire, je m'effondre. Mhm. Parce que moi, je me dis, c'est un enfant de 16 ans, aller en détention. Et j'ai la rage, en fait, envers cette famille. Et lui, parce que ils l'ont poussé à... Après vous avoir détruit, ils le Oui, détruisent Ils le détruisent. lui également. Et en fait, là, c'est le ciel qui me tombe sous la tête. Donc, à ce moment-là, il est mis en détention. Et donc, avec l'avocat, lui, entre-temps, il arrive à trouver un avocat
Et donc, enfin, je sais même pas. Et en fait, mon fils, on demande une libération conditionnelle, enfin. D'accord. Et là, on passe à la cour d'appel de Paris. Et j'étais obligée d'être là avec lui. Parce que... Je dis... C'est normal. Et donc, là, moi, j'essaye de défendre mon fils. Et là, je vois mon fils arriver dans un jogging qui flotte. Je vois qu'il est tout maigre. Et là, je me dis, il est en train de mourir dans cette prison. Et en fait, je craque dans le tribunal et mon fils, je vois qu'il pleure. À 16 ans, il essaie de se défendre et il dit qu'il souffre. Mais je sens qu'il est malade parce qu'une mère, elle le ressent. C'est pas quand, je dis pas que les pères ne ressentent pas, mais une mère, c'est... Il y a l'instinct maternel. Voilà. Et donc, je ressors et là, j'appelle la maison d'arrêt de... Donc, on demande... Le procureur, la cour d'appel de Paris, n'a refusé. Refusé la conditionnelle. Oui. Alors que j'avais ramené tous les papiers. Et du coup, on se retrouve... Alors, j'appelle la maison d'arrêt. Je lui ai dit, mon fils est malade, c'est pas normal. Et là... Donc, j'ai beaucoup d'échanges avec une SPIP. Et là, elle me dit, je vous convoque le 12. Donc, je suis convoquée le 12 mars à la maison d'arrêt. Là, je suis vue par une psychologue plus cette éducatrice judiciaire. Et là, moi, je leur explique que voilà, c'est un peu compliqué avec le père. Donc, j'étale pas trop. Je leur dis que voilà, il y a eu des violences et que, en fait, mon fils, c'est pas. Et elle se rend compte que c'est pas un enfant violent, c'est pas un enfant. Mais que ce n'est que la conséquence de tout ce qui s'est produit Il a passé son examen de sauveteur, son PC. PSC1, je pense. Oui, c'est le premier. Mais bon, je trouve que c'est bien, il l'a fait. Oui, c'est symbolique, bien sûr. Donc j'ai écrit à plusieurs reprises aussi, je lui envoie des courriers, à ce moment-là j'emmène ses courriers, tout ça. Parce que la juge d'instruction, je trouve qu'elle est très dure, alors que je lui avais écrit, j'avais expliqué le contexte. Et en fait... Sachant que oui, il y a quand même, lorsqu'il y a des condamnations qui sont prononcées, où il y a des jugements tels que ceux-ci, on essaie de regarder s'il peut y avoir des circonstances soit aggravantes, soit atténuantes. Et c'est vrai qu'un contexte familial tel que celui-ci aurait pu, dans ce cas, être une circonstance atténuante envers votre fils. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Même la juge d'instruction, elle s'est dit ouais, je dois trop lui écrire, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 13, oui, donc le 12, je rentre. Donc je vais lui rapporter les vêtements, tout ça. C'était très très lourd. Et là, le lendemain, donc je fais ma nuit tranquille, mais avec voilà, la douleur d'une mère. Et le lendemain, vers 14h, j'ai une lieutenant de la maison d'arrêt qui m'appelle. Qui m'appelle et je vais mettre mes lunettes. Oui, pas de souci, allez-y. Donc vous disiez donc le 13, le lendemain à 14h, on vous appelle. Et là, je suis appelée par une lieutenant de la maison d'arrêt qui me dit « Ouais, votre fils... mais ça a duré même pas quelques secondes. Elle me dit « Votre fils est en salle de déchocage. » Je lui dis « Quoi, déchocage ?» et en fait, je comprends que c'est réanimation. Votre fils était malade cette nuit. Mais moi, je le savais. Je le savais. Et là, je tombe par terre devant mes autres enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à l'hôpital... Donc on ne veut pas me dire à l'hôpital où il est, enfin, parce que je pense que comme il est entre la vie et la mort, ils ne veulent pas prévenir. Et là, il a été transféré à Pitié-Salpêtrière et donc moi je vais là-bas, son père va de son côté aussi là-bas, on s'est rejoint là-bas. Et à ce moment-là, j'apprends qu'il a agonisé toute la nuit et qu'il a fait une acidocétose. Donc il est tombé dans le coma suite à un diabète de type 1. Sachant que le diabète peut se déclencher lorsqu'il y a un choc émotionnel, est-ce que vous pensez que c'est lié ? Oui, le choc carcéral, le choc de toute sa vie. Moi, je dis qu'il n'y a pas que le choc de la détention. C'est que oui, normalement, la détention était censée le protéger, mais pas que. Vous pensez donc que le corps a fait une réaction face à toute cette anxiété, toute cette pression qu'il avait subie depuis tout petit ? Oui, c'est... Voilà, il a trop subi de choses. C'est un enfant qui a trop subi, qui a été pris en tenaille. Et donc il s'en est sorti ? Il s'en est sorti. Moi, j'ai alerté. J'ai commencé à parler aux médias. D'accord. Donc on est en quoi, en 2019 ? Oui.
Et là, donc, 2 jours après qu'il soit tombé dans le coma, j'alerte le Parisien. Oui. Et là, il y a un article qui est sorti. Oui. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je dépose plainte contre la maison d'arrêt, mais en même temps, je subissais... la pression de l'autre côté. Oui. Et en fait, j'écris partout. Je ne dors plus, je ne mange plus. Et là, je fais tout pour libérer mon fils. Jusqu'à ce que j'obtienne sa libération le 29 mars 2019. D'accord. Donc, je me rappellerai toute ma vie, à 20h. Et en fait, la juge d'instruction décide de le libérer sous contrôle judiciaire. Donc, il doit pointer tous les jours, une fois par jour, et qu'il soit la résidence chez moi. D'accord. Et là, je me dis, mais c'est un retour. Je me dis, tout ce que j'ai vécu d'avant. Sachant que vous m'avez montré tous les documents qui attestent vos dires. Donc on a les jugements, vous avez tous les documents qui étayent vos propos et tout le discours que vous venez de tenir là. Je tiens à le préciser parce que c'est important aussi. Vous avez vraiment tout répertorié, gardé tous les documents qui prouvent vos dires. Oui, et là je me rends compte que je me dis, peut-être que la justice, c'est un nouveau... ça y est, elle décide de me rendre mon fils. Et en fait, c'est un enfer. Parce que lui, il sait que maintenant son fils n'est plus chez lui. Et là, c'est l'harcèlement, menace de mort. Envers vous ? Oui, détourné. Parce qu'il est très malin. Comme il sait très bien il est habitué à la justice. Donc, il sait très bien que... Il me fait des menaces de mort, d'intimidation. Il intimide mon fils. Des menaces aussi détournées vis-à-vis de mon fils, contre moi. Donc, en fait, il prend en tenaille mon fils. Il vient chez moi me menacer à 5h du matin. Et ça, j'ai un audio où il le dit. Oui, je suis venue à 5h du matin. Et là, il me menace chez moi. Il a l'habitude de me filmer. Moi, pour qu'il évite qu'il violente mon fils, je suis obligée de partir avec lui. Donc, je me sacrifie pour qu'il laisse tranquille mon fils. Et donc, il m'a filmé. Il me filme. Il est très malin, en fait. Il filme à ces moments opportuns. Quand on est sous l'emprise et que ça peut être opportun pour lui, pour la justice. D'accord. Et en fait, du coup, moi, le 24 mars, il m'enlève le fils. Alors, mon fils, le 23 mars, il m'enlève mon fils à 5h du matin. Et en fait, moi, je sature, donc, alors que mon fils a un contrôle judiciaire. Donc, il l'emmène dans le 77. Je préviens l'éducatrice judiciaire, parce que mon fils n'a pas le droit d'aller là-bas. Donc, il l'enlève pendant une semaine. Et moi, ce que je fais, c'est que le lendemain, le 24, je m'en vais. J'en peux plus. Parce que là, je subis un acharnement. Et je sens que je vais partir. Et en fait, le lendemain, je pars Ma sœur avait loué quelque chose dans une ville. Et elle me dit, ça va te reposer et tout. Et donc, à ce moment-là, j'apprends que mon père décède ce jour-là. Donc, lui, il m'appelle. Et il commence à me parler, faire des sous-entendus. Il me prévient, il me fait des sous-entendus, puis alors que je voulais pas lui parler parce qu'il m'a enlevé mon fils. Et là, j'apprends que mon père décède, donc là, je suis en plein deuil. Je peux pas aller partir en Algérie, je suis coincée. J'ai mon fils qui a un contrôle judiciaire. Donc à ce moment-là, mon fils n'arrête pas de m'appeler, il m'a dit je veux rentrer. Donc il finit par me le ramener une semaine, 10 jours après. Et là, ça reprend. Et ça reprend jusqu'à ce que là, je commence à dénoncer, en fait. Je pousse les portes du tribunal de Pontoise. Et là, je vais voir une juriste. Et là, je lui raconte tout. D'accord. Parce que l'éducatrice judiciaire savait, mais j'en pouvais plus. Et là, je dis, je vais déposer plainte, quoi. J'en peux plus. Vous avez fait un dépôt de plainte, du coup, derrière ? Ouais, donc, du coup, oui, derrière, je fais un dépôt de plainte. Pour harcèlement et menaces ? Harcèlement, intimidation, propos, allégations mensongères. Menace en fait. Et du coup, la juriste me met sous téléphone grave danger. D'accord. Donc là, elle me dit de rapporter tout mon dossier. Ce que je fais, elle fait des photocopies. Et là, elle se rend compte, elle me dit, mais votre dossier, c'est des carences sur carences depuis des années. Et là, à ce moment-là, il est convoqué. Alors, je suis convoquée au mois de... Alors, il faut savoir que lui,
il va souvent avec mon fils le faire pointer au commissariat. D'accord. Donc il a lié une amitié avec le commissariat en fait. Mhm. Et on dirait qu'il a lié une amitié parce que il arrive à les faire appeler sur mon téléphone en me disant ouais, il est où votre fils? Ça c'est pas normal, c'est pas légal. Enfin ils viennent même à mon domicile. Bon, bref, tout ça a été pris dans le harcèlement. Donc je suis convoquée par la policière m'entretient et là elle vient avec des plaintes de 2008. Elle vient avec des plaintes qui n'ont même pas été prises en compte. Elle se rend compte elle-même que voilà, il y a eu des manquements. Oui. Et donc là, elle me demande donc les preuves et elle me dit bon, j'ai une mauvaise nouvelle, il a déposé plainte. Donc en fait, lui, il a réussi à déposer plainte contre vous, contre moi, au commissariat de Cergy. Pour quel motif? Pour en fait, pour danger de mort, que mon fils est en danger de mort. Enfin, je sais pas ce qu'il a été raconté. D'accord. C'est toujours contre moi pour me dénigrer. Donc lui, il arrive à déposer plainte alors que moi, j'ai jamais réussi à déposer des plaintes ou même si j'en dépose, elles sont jamais prises en compte. D'accord. Donc du coup, et il dépose plainte à minuit. Donc il arrive à déposer plainte à minuit. Généralement, on ne dépose pas plainte à minuit. Ils les prennent pas. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un cas très très grave. Ils sont censés les prendre, mais ils peuvent inviter à revenir un peu plus tard. Voilà. Donc lui, voilà. Ce qui se passe, c'est que elle me convoque, elle me demande les numéros de mon fils, de lui-même, également le mien. Donc, et elle demande aussi, parce qu'entre-temps, août 2019, il y a une de ses ex-concubines qui m'appelle. C'est pas moi qui a été vers elle, je les connaissais pas, l'existence des autres concubines. D'accord. Et en fait, elle me contacte sur Internet et elle m'appelle. Et à ce moment-là, quand elle m'appelle, elle me révèle qu'elle a subi les mêmes violences, que mon fils a subi aussi des violences, que en fait, elle me raconte des tas de choses qui sont similaires aux miennes. Et sachant qu'elle était dans une autre région. Voilà, et elle vient d'accoucher, donc elle voulait de cette âge-là aussi. Voilà, elle voulait que je l'éclaire. Et donc à ce moment-là, moi je lui ai demandé, quand j'ai vu la policière, je lui ai demandé à elle si elle voulait témoigner. Donc la policière l'appelle, elle témoigne, et là la policière se rend compte que ouais, il est dangereux et le harcèlement est avéré, mais pas les menaces de mort. D'accord. Ils disent que c'est pas caractérisé, sauf que c'est des menaces de mort. Pour moi, je le connais en fait. À l'époque, quand il a été condamné pour 2004 pour des menaces de mort, en fait, c'est parce qu'il y avait les preuves par les coups. Donc en fait, il faut se faire tuer pour avoir une véritable protection, mais c'est trop tard. Hein. Ouais. Donc à ce moment-là, il est déféré le 15 au parquet de Pontoise. Ouais. Et là, il est condamné à 8 mois. Pour le harcèlement. Ouais, donc 4 mois ferme, donc 4 mois de sursis. Vous me disiez qu'il y a eu des milliers d'appels? 4000 appels. En une année? Sur mon téléphone, oui. En une année, 4000 appels, sans compter toutes les fois où il est venu devant chez moi. Sans compter les appels qu'il a fait à la cellule d'information préoccupante. Il faut savoir qu'il me dénonce à toutes les administrations. Je vous ferai écouter les audios. On dirait qu'il a des liens avec tout le monde parce qu'il arrive à me salir partout. Mairie, la DASMA, il me parle de DASMA, je ne sais pas ce que c'est. La cellule d'information préoccupante, il fait des signalements mensongers à plusieurs reprises. Il me salit partout. Je me fais salir partout. Il a même appelé l'école de mon fils, mon petit dernier. Alors qu'il n'a pas de lien avec mon petit dernier. Parce que j'ai 3 enfants. D'accord. Oui. Et mon petit dernier, il appelle son école. Enfin, il harcèle tout le monde, en fait. Vous me disiez aussi un jour avoir été surprise par les forces de l'ordre qui sont venues à votre domicile et qui vous auraient violenté à ce moment-là et vous auraient mis en garde à vue derrière avec... Ça, c'est en 2021. Donc, le harcèlement... Donc, c'est récent. Donc, il est condamné. Le harcèlement continue. Je préviens. Donc, vu que je suis sous téléphone grave danger, quand il se passe un fait, je déclenche. Donc, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de déclencher sur le coup. Je déclenche toujours après parce que la panique. Donc, je signale des faits. Je signale plusieurs faits. Vu que je suis suivie par le CIDFF 95 qui m'a octroyé le téléphone grave danger, normalement, tous les faits que je signale, ils sont transmis directement au parquet.
Donc, je dépose des plaintes encore pour harcèlement, pour menaces, je dépose encore plusieurs plaintes, ça ne s'arrête jamais. Donc, il me fait intervenir encore la police à mon domicile pendant le confinement. Il me fait intervenir les pompiers. Donc, c'est le père de votre enfant qui appelle la police Oui. pour qu'elle vienne à votre domicile. Oui. Pour quel motif ? Danger. Il révèle du danger. D'accord. En fait, je suis un gros danger pour mes enfants. D'accord. Mais surtout pour son fils. Et lorsque les forces de l'ordre arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien. Et là, je suis rebelote, je leur dis, écoutez, cet homme a été... Je répète à chaque fois, en fait. Et en fait, il les harcèle tout le temps. En fait, il les manipule. Quelque part, il les manipule. Donc, il y en a qui arrivent à comprendre, mais il y en a qui ne comprennent pas. Et moi, ça me salit, en fait. Jusqu'à ce qu'en 2021, donc au mois de février, donc Donc, excusez-moi, juste pour comprendre un petit peu, pendant tout ce laps de temps, donc il y a beaucoup de menaces, d'intimidation, mais les violences physiques se sont arrêtées ? Les violences physiques se sont arrêtées, mais moi je considère que c'est de la violence parce que... Bien sûr, c'est de la violence, mais savoir si, entre guillemets, il ne portait plus de coups à votre endroit à ce moment-là. Non, d'accord. Non, mais parce qu'il sait très bien que s'il il me touche, là, c'est... Mais le problème, c'est que, en même temps, c'est un meurtre mental qu'il est en train de me faire. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose, tous les jours. Et que moi, je suis en panique. Je panique. Et en fait... moi, j'ai quand même mon médecin traitant qui me suit depuis 15 ans. Et en fait, je fais des attaques de panique. D'accord. Donc, j'ai des crises. Ça a forcément des répercussions déjà, premièrement, sur la psychologie. Et comme on sait que le corps et l'esprit sont intimement liés, ça a forcément des répercussions aussi sur la santé de votre corps, je suppose. Donc, c'est pour ça, d'où les crises de panique et tout ce qui s'ensuit. Vu que j'ai pas été soignée déjà... En fait, j'ai pas été. La justice m'a pas aidée auparavant parce qu'elle a minimisé en fait ce qu'il a fait. Et il a quand même commis des faits très très graves à prendre en compte parce que moi c'est quelqu'un. J'ai une petite question parce qu'on sait que ces dernières années, les violences faites aux femmes ont pris quand même un virage à 90 degrés, si on peut utiliser ce terme. La législation s'est renforcée, on a eu des circulaires aussi qui ont demandé aux forces de l'ordre de prendre en considération les signalements. Quelquefois même, des mains courantes, les signaler au parquet qui a l'opportunité des poursuites et pouvoir poursuivre même s'il n'y a pas un dépôt de plainte. Est-ce que vous avez senti cette différence entre avant, parce que vous, ça remonte de très longue date, et aujourd'hui dans le traitement de vos plaintes et de tous ces faits que vous avez signalés à la justice ? Alors on va dire que par rapport au fait que la juriste... moi, franchement, j'en suis reconnaissante parce que c'est elle qui a mis le doigt sur... et c'est là que j'ai commencé à être protégée. D'accord. Mais au après, sein du tribunal par une juriste. Voilà, du tribunal de Pontoise. D'accord. Et en fait, dès l'instant où j'ai commencé à être protégée, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un petit espoir. Et en fait, ça m'a donné un espoir, mais finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est toujours la même chose, en fait. En fait, plus tu dénonces, et pour la justice, c'est soit tu affabules, soit tu en fais trop, soit elle ment, soit elle en rajoute, soit... en fait, on est... C'est pas... Moi, c'est même aberrant parce que on est en 2022. Et après plus de 20, on va dire à peu près une vingtaine d'années à avoir subi ce calvaire, vous estimez aujourd'hui que la justice a été défaillante à votre endroit ? Ah oui ? Oui, complètement. Et en fait, j'ai commencé à témoigner pour ma part. Parce que j'avais témoigné pour mon fils, mais j'ai commencé à témoigner pour ma part. Et là, j'ai eu l'impression que ça leur a pas plu. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer entre guillemets, dans cette volonté de prendre la parole, d'avoir médiatisé dans des journaux, dans la presse écrite, aujourd'hui de vouloir prendre la parole de cette manière-là, même si vous le faites sous couvert d'anonymat, pour éviter un petit peu tout ce qui est répercussions, etc. Mais qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui ? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne fais pas ça pour me montrer, parce que la preuve en est, je le fais en anonymat. Je le fais pour montrer que... Parce que moi, depuis des années, je hurle. J'ai une souffrance en moi, que je hurle et que personne ne m'entend. Et qu'on m'a souvent pris pour une folle, une menteuse, une affabulatrice. Et moi, j'ai envie de mettre en lumière les carences de la justice. Pas seulement... mais aussi du fait que cet homme, normalement, il aurait dû être enfermé depuis longtemps. Et que moi, ils ont failli me tuer. Lui,
a failli me tuer et sa famille aussi. Et qu'à un moment, ça peut plus durer. C'est pas normal qu'il se passe rien en fait. Ah, c'est de la non-assistance à personne en danger. Hein. C'est ce qu'a m'a dit la juriste. Et justement, la juriste me disait, mais madame, si vous pouvez porter plainte contre l'État. Bien sûr. Surtout qu'en plus, vous les avez alertés à travers les dépôts de plainte, vous les avez alertés à travers des courriers directement Au gouvernement. Donc là, c'est vrai que vous pourriez, si vous le souhaitez, à un moment donné, saisir la justice contre toutes les personnes qui étaient dans l'obligation de vous apporter l'aide et la protection qui leur incombait de par leur responsabilité, quelle que soit leur fonction. Mais à un moment donné, lorsqu'on a des responsabilités, on se doit de protéger nos administrés. Mais ils ont cru ce manipulateur. Parce que lui, il allait crier que j'avais abandonné mon fils, que j'avais disparu, que je... À un moment donné, il faut qu'on se base sur des faits, du factuel. Vous arrivez avec des blessures, vous arrivez avec des certificats médicaux, vous arrivez avec plein d'éléments qui démontrent la véracité de vos propos. De l'autre côté de ce que vous nous dites, il y a une personne qui vient avec des propos sans aucune preuve. À eux de séparer le bon grain de l'ivraie et d'avoir le discernement nécessaire pour pouvoir, à un moment donné... aider à la manifestation de la vérité et faire le travail qu'il doit faire, à savoir vous apporter la protection en tant que victime. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est compliqué avec lui, en fait. Parce qu'il n'a pas fait que des violences envers moi, c'est qu'il y a eu d'autres victimes. Parce que moi, entre-temps, j'ai pu avoir deux de ses autres ex-concubines qui ont elles-mêmes vécu des violences. Pour une qui habite... sur Strasbourg, dont il a eu une fille avec, il lui a fait les mêmes violences. Elle a déposé plainte, il n'y a jamais eu de suite. Elle a déposé des plaintes pour séquestration, pour menaces avec arme à feu, usurpation d'identité. Enfin, il lui a fait des tas de choses. Ça n'a rien donné. Et ça n'a rien donné. Et en fait, il commet des violences tout le temps. Et c'est pas comme si... il y avait du complotisme ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'est que vous êtes plusieurs à témoigner sur des faits similaires. Voilà, et on ne se connaissait pas à cette époque. Moi, je les ai connus qu'en 2019. Et donc tout à l'heure, vous me disiez qu'en 2021, vous avez fait de la garde à vue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Je passe, je passe en mois de septembre pour les viols qu'il a commis à mon encontre. D'accord. Plus la maltraitance envers mon fils et le harcèlement. Donc là, je ramène tous les éléments. J'essaye de parler avec cette policière qui m'a auditionné, mais qui était un peu très dur. D'accord. Et du coup, j'attends. Et en fait, en 2020, je me fais appeler. En février 2020, je me fais appeler encore. Il me fait encore intervenir. Non, 2021. Il me fait intervenir encore la police sur mon téléphone. Et là, je me fais insulter parce que je décide de pas obtempérer à la police. Je leur dis, vous n'avez pas le droit de faire ça, de m'appeler sur mon téléphone. En fait, vous êtes en train de vous faire manipuler par un homme violent. Et là, je me fais insulter de connasse. Et là, par un agent des forces de l'ordre. Oui, de Cergy. Et donc, à ce moment-là, ça se passe pas très bien au domicile. Donc, parce que moi, mon fils a un diabète de type 1. Et puis, le harcèlement qu'on prend depuis que je le dénonce, il est ingérable pour tout le monde. Ça détruit tout le monde. Et surtout, mon fils qui est diabétique, avec qui j'ai eu un enfant, il l'appelle non-stop. Mon fils tape des crises de fou. Puis avec moi, c'est ingérable, quoi. La communication passe plus. Son diabète est déséquilibré. Donc là, moi, à ce moment-là, le fin avril, je décide d'appeler le commissariat pour qu'il puisse l'emmener à l'hôpital, en fait. Lui trouver... qu'il puisse se calmer et qu'il régule son diabète. Mais moi, j'étais pas dans l'optique que mon fils aille en garde à vue. C'était pour expliquer que ça va pas, qu'on subit ça. Et puis, c'est plus un cri d'alerte qu'autre chose. Voilà. Et en fait, j'ai rien compris. Là, il y a une policière et un policier qui rentrent, qui me disent de sortir. Et là, le policier rentre, et là, je commence à parler à la policière, et là, j'entends que ça tire. Je me mets dans le salon, et là, je hurle. Mon fils, il est en train de trembler, il est par terre, il tremble. Et en fait, il se fait tirer dessus avec le taser. D'accord. Donc là, je hurle. Donc vous les appelez à l'aide, oui. Et ils viennent et ils tasent votre fils. Oui. Surtout qu'il n'a jamais eu de problème avec la police. C'est pas un enfant...
vu qu'il a pointé pendant un an, ils le connaissent. Et moi, à plusieurs reprises, quand mon agresseur, son père, les envoyait, je discutais avec des agents de police. Et ça se passait très bien. Il me disait, ouais, votre fils est en souffrance. Et c'est un enfant qui est très intelligent et très respectueux. Donc, il n'avait aucun problème avec la police. Et là, il se fait taser comme un malpropre, comme un déchet humain. Donc là, moi, je crois que mon fils va mourir. Donc, je hurle. J'ai mon grand qui est là, j'ai mon fils qui a 10 ans et demi, qui est à 1 mètre du policier qui tase mon fils. Donc, il voit toute la scène. Et là, moi, je cours dehors par instinct de survie. En fait, je revois toute ma vie défiler parce que j'ai vu les arbres, j'ai tellement vu de choses dans ma vie que je me dis, ouais, là, c'est bon. C'est la fin. Ouais, c'est la fin. Et là, je sors dehors, je crie, je m'écroule par terre. C'est vrai que je suis très émotive. Donc, moi, quand je crie, ma douleur, elle est tellement profonde, c'est à la hauteur de la profondeur de votre Voilà. souffrance accumulée depuis tant d'années. Voilà. Et là, du coup, je vois un des policiers que j'avais déjà vu et je lui dis, mais pourquoi votre collègue a tiré sur mon fils ? Et là, il me dit, non, c'est pas un revolver, c'est un taser. Mais moi, le temps que je redescende, et là, je me fais rouer de coups par une policière. En fait, elle me fracasse par terre. Je suis par terre entre deux voitures. Et c'est la policière qui est montée avec ce policier. Et là, elle m'écrase la tête par terre. Et là, je commence à hurler. Je hurle, je leur dis « Lâchez-moi !» Et là, il y a mon fils et mon grand qui essaient de me calmer. Il y a les voisins qui descendent et qui me disent de me calmer, qui vont prévenir des membres de ma famille. D'accord. Et puis là, je comprends plus rien. Je me fais tirer. Je me fais tirer vers les voitures parce qu'il y a une autre voiture qui arrive de patrouille. Et là, j'ai des Robocop qui me tirent comme des... Enfin, pour moi, c'est des folles furieuses. Elles m'ont tiré comme si j'étais une criminelle. Et là, il y en a une qui est assez costaud, parce que moi, je suis quand même toute... Et là, elle me plaque la tête contre la voiture. Elle me fait une clé de bras. J'ai jamais vu... Enfin, comme si j'étais une criminelle. Et donc, vous finissez en garde à vue ? Oui, dans la voiture, elle m'insulte. Votre fils aussi ? Oui, dans la voiture, j'ai des propos à caractère racial. Elle me dit, avec votre population, il faut taser. Elle me dit, madame, en citant mon nom. Donc, comment elle peut me connaître ? Elle me dit, ça fait des années que ça dure. Sauf que je lui dis, mais c'est pas moi, c'est mon agresseur. Et là, elle me dit, il y en a marre de votre gueule. Et là, elle me dit, ouais, la prochaine fois que vous appelez la police, c'est vous et vos enfants qu'on tase. Et de toute façon, avec votre population, il faut faire comme ça. Et là, je lui dis, c'est pas normal ce que vous dites. Et en fait, j'essaie de me contenir parce que je me dis, ouais, je vais me faire taper dans la voiture. J'arrive au commissariat et ils se rendent compte que je suis solide comme... parce qu'avec tout ce que j'ai... traversé tout ce que vous avez traversé, c'est que vous êtes véritablement solide, effectivement. Et du coup, là, le policier, je vois le policier qui a tasé mon fils. Et là, je lui dis, il me met dans une pièce et il me dit, je commence à paniquer, je pleure. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, votre garde à vue, vous êtes signifié. Et je dis, mais pourquoi ? Et là, je lui demande un verre d'eau. Et j'avais mal à la tête, donc j'avais des contusions. Là, les menottes, enfin, il y a des contusions partout. Et beaucoup de mal de tête. Et là, il me donne un verre d'eau, puis il me dit, famille de Cassos. Et moi, ça me boue à l'intérieur. Et je me dis, mais il a même pas la déontologie d'un policier, quoi. Donc, je me retiens. Et là, à ce moment-là, je me dis, le petit espoir, c'est que je retrouve cette policière qui m'a convoquée pour les viols. Ouais. Et en fait, j'aurais pas dû. Parce que c'est elle qui me prend, qui m'auditionne, et ça a été pire. Et là, cette policière qui m'a auditionné, elle me dit, ouais, vous êtes ici, vous êtes plus victime, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous reprochez quoi ? Des outrages, rébellions ? Rébellion, menaces, dégradation de matériel. Et en fait, ils ne m'ont déjà pas aimé dans le commissariat parce que moi, j'exigeais à voir un médecin. Donc, moi, j'ai dit, je veux voir mon médecin. Oui, ce qui est un droit. Donc, j'ai été emmenée à l'hôpital. Là, le médecin constate qu'il y a des blessures, qu'il y a des contusions. D'accord. Mais elle ne veut pas me faire de radio de la tête. Et moi, je lui dis, ouais, j'ai déjà subi des violences, je sais ce que c'est les traumatismes crâniens. Et là, j'ai cru que ma tête allait exploser. Elle n'a pas voulu, parce qu'ils étaient très pressés, les policiers. D'accord.
Et à ce moment-là, je craque dans l'hôpital et je crie assassin. Et à ce moment-là, c'est les nerfs qui lâchent, donc je crie. Et là, il y a une policière qui me dit ouais, les véritables victimes sont les victimes d'attentats. Et je sais pas pourquoi elle m'a sorti ça. Donc je lui dis encore, en fait, j'étais complètement. C'est totalement hors de propos. Oui. Et là, du coup, je suis auditionnée. Bon, je suis auditionnée par cette policière qui m'accuse à tort. Donc, et là, je comprends qu'en fait, on a envie de me faire taire. D'accord. Comme si vous dérangiez, en fait. Oui. Donc, elle se permet d'aller chez moi quand je suis pas là, de faire une perquisition, de prendre mon téléphone. Donc, elle se permet de faire perquisition, mais pour quel motif? Bon, il y avait le bazar chez moi. Elle a fait des photos, mais moi, je veux dire, et alors? Et en fait, elle prend mon téléphone et elle prend mon fils. Elle dit de mon fils, de mon plus grand, mon aîné, pour qu'il vienne avec lui pour qu'elle l'interroge. Donc déjà, elle n'avait pas le droit de prendre mon téléphone puisque c'est une saisie. Elle dit que c'est mon fils qui lui a donné, sauf que mon fils m'a dit elle l'a pris chez moi. D'accord. Donc déjà, c'est pas normal. Ensuite, mon fils est auditionné. Et la façon dont il est auditionné comme si c'était elle qui faisait ses questions et réponses. Et elle nous traite de fous. Elle dit clairement, moi mon fils me dit, elle nous traite de fous. Elle parle de l'histoire de mon agresseur, qui n'a rien à voir avec l'histoire des policiers. Et en fait, ça va dans tous les sens. Jusqu'à, la garde à vue prolongée. Non, elle a été prolongée de 24 heures. Donc, vous avez fait 48 heures de garde à vue 32 heures. 32 heures de garde à vue. Pour rien. Et donc vous êtes ressorti? Je suis ressortie. Donc, et à ce moment-là, mon fils, sous la menace, sous la peur et en même temps le fait de ce qui s'est passé, il repart chez son père. D'accord. Il faut savoir que j'ai appris que son père a été mis au courant par les policiers. Enfin, il a été informé de nos gardes à vue. D'accord. Et en fait, je vois plus mon fils, quoi. Donc depuis là, 2021, votre fils est retourné chez son père suite à cet incident. Voilà, mais en fait j'ai l'impression que c'était formaté par lui. Il a tout fait pour qu'il y ait un incident avec la police, pour qu'on me fasse passer pour... Et votre fils n'a pas cherché à s'en aller, revenir chez vous, Si, il est revenu à plusieurs reprises, mais finalement il sent bien que lui, il n'aime pas les histoires. En même temps, moi je lui en veux pas qu'il soit chez lui. Parce que c'est un enfant qui a vécu dans le contexte de la violence. Et pour lui, en fait, j'ai l'impression que lui aussi, c'est comme le syndrome de Stockholm. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais... Quand la victime commence à avoir des sentiments pour son agresseur, pour son bourreau. Parce que même moi, je lui ai dit tout ce qu'il m'a fait et j'ai l'impression que ça le... Mais c'est comme si la violence avait été banalisée un petit peu dans son esprit. Bah oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a été jugé en 2022. Donc mon avocat, à ce moment-là, j'ai pu prendre une avocat. J'ai pu aussi poursuivre un groupe de parole. D'accord. Pour pouvoir expulser ce que j'ai. Entre-temps, lui continue le harcèlement. Donc il dépose plainte contre moi pour avoir commis 3 faits dans le Val d'Oise. Donc je l'aurais menacé de mort. Je l'aurais diffamé et j'aurais envoyé des hommes de main chez lui pour saccager. Je suppose qu'il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance de toute façon. Donc là, c'est encore. Ça a été classé sans suite. Je sais pas, j'ai pas eu de suite, mais c'est encore me convoquer. Donc moi, je dois me défendre. Ouais, je dois payer les convocations, je dois payer les confrontations. Donc c'est en fait. Puis c'est du temps, c'est de la pression psychologique supplémentaire. Voilà. Ne pas savoir, au vu du traitement qu'il vous a été réservé en 2021, ne pas savoir comment les choses vont se dérouler par la suite, c'est pas évident. Voilà. Et donc vous avez été jugé par rapport au fait de rébellion, etc. Et donc vous avez été relaxé. Oui. Donc là, la juge a bien compris que, en fait, oui, je suis très expressive. Je lui ai dit que moi, je ne manquais pas de respect ni à la police, ni aux gendarmeries, mais qu'à un moment, j'ai quand pas à être... on sature et on n'a pas à être victime d'une injustice. Et que ça injustice. fait 20 ans. Et en fait, là, l'avocate lui a dit clairement que, en fait, ce qui s'est passé, c'était une façon de me faire taire. D'accord. Et donc, vous avez été totalement relaxé mon fils aussi. Est-ce que vous vous êtes retourné contre ces agents qui ont été aujourd'hui, on pourrait dire, vous pourriez les attaquer pour dénonciation calomnieuse, parce qu'en fait, ils ont dénoncé des faits mensongers
à des autorités qui avaient le pouvoir de vous sanctionner. En l'occurrence, le procureur, la justice. Et vu que vous avez été relaxé, vous pourriez les attaquer pour dénonciation calomnieuse. Alors la juge a dit à mon fils, parce que mon fils, il lui a dit clairement dans les yeux, il lui a dit, écoutez madame, on sait très bien que si on porte plainte à l'État, on porte plainte, il n'y aura jamais rien. Elle était mal à l'aise. Et en fait, elle lui dit, si, vous avez le droit de vous retourner. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai déposé un signalement à l'IGPN. D'accord. Et j'ai dénoncé l'effet qu'il y a eu sur mon fils, parce que il faut savoir qu'il a quand même un diabète de type 1, il a une maladie cardiovasculaire, et le policier le tasse comme un déchet humain. Oui, c'est une personne déjà en situation de fragilité. Oui. Et puis toutes les insultes, c'était trop pour moi. Donc à ce moment-là, voilà, on est relaxé. Je passe... entre-temps, mon avocat reçoit un dossier de 2013 où mon fils a été vu par la brigade des mineurs. Il y a eu une enquête que je n'ai même pas été informée. D'accord. Donc, une des ex-concubines a déposé plainte à la brigade des mineurs pour violence sur mineurs. Donc, mon sur fils, votre fils. Voilà. J'ai récupéré ce dossier. Il y a 60 pages. On voit... il y a le corps de mon fils. Le corps de mon fils, je voulais le montrer. Il y a 24 blessures sur le corps de mon fils, qui a 10 ans et demi. Elle avait 10 ans et demi à l'époque. Je n'ai même pas été informée de cette enquête. D'accord. Alors que j'avais le droit. Et c'est une enquête qui a été classée sans suite. J'ai lu toute cette enquête. Cet agresseur, celui qui m'a agressé, son père, c'est un menteur. Il a menti sur toute la ligne. Il a dit qu'il s'occupait de son fils depuis qu'il est petit. C'est pas vrai. Il n'a pas dit qu'il était violent. Il n'a pas dit les condamnations qu'il a eues. Il a menti sur toute la ligne. Donc, il en est encore sorti. Ça fait beaucoup de classements sans suite quand même. Hein. Oui, et puis moi je me dis, ils auraient sauvé mon fils à cette époque, la justice. Peut-être que... On ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, entre-temps, je suis convoquée. Donc, entre-temps, il faut savoir que j'ai perdu mon père en 2019. Donc, entre-temps, j'ai eu beaucoup de deuil à... Plus cette histoire. Donc, je perds mon père en 2019, mon frère en 2020, dont je subis l'harcèlement, même jusque devant son cercueil. Donc, lui, il me harcèle avec les pompiers. Les pompiers m'appellent. J'ai pas éteint le téléphone et je vois, c'est les pompiers du Val d'Oise. Et en fait, je suis devant le cercueil de mon frère en train de lui dire au revoir. Et je me dis, en fait, c'est un cauchemar. Et en fait, c'est continuel jusqu'à ce que... Voilà, j'arrive pas à... Aujourd'hui, quelles seraient vos attentes face Moi, à je veux que ça soit... qu'un juge m'entende et un procureur m'entende. Parce que cet homme a failli... enlever la vie de plusieurs femmes. Parce que pour moi, quand on commet des violences aussi graves, c'est une intention de tuer. Déjà, pour ma part, moi, il a attaqué mon visage. En premier lieu, il a attaqué mon visage. Parce que moi, c'est pas que le fait qu'il m'a défiguré, il me donnait des coups de poing dans la tempe. J'avais des fois des chaos. Je tombais dans le chaos, je faisais des... Vous avez des séquelles encore aujourd'hui ? Oui, au niveau du cerveau, oui. Oui, parce que il y a des fois, j'ai beaucoup peur je sursaute déjà quand quelqu'un me touche. Même vous balader dans la rue, même. Oui, quand j'entends des motos, tout ce qui est moto casqué, ça me donne le... Vous avez peur qu'un jour on vous envoie quelqu'un pour... tire dessus. Oui. Et puis... oui, j'ai des attaques de panique. Bon, je les gère, mais c'est horrible. En fait, la justice, elle croit que je n'ai rien eu. J'ai subi 5 opérations. J'ai tous les éléments qui prouvent que, voilà, j'ai été plusieurs fois. J'ai été 7 fois dans l'hôpital. J'ai été hospitalisée 7 fois dans l'hôpital Montfermeil et 7 fois et plusieurs fois aussi. Bon, je sais plus combien, mais beaucoup de fois dans l'hôpital de Lagny-sur-Marne. Ce que je faisais entre... Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit je prends mes clics et mes claques et je m'en vais loin, je recommence ma vie et je coupe tout En fait, déjà, lui, quand je suis partie de Chelles, je me suis dit déjà, Pontoise, c'est loin. Non. Et de toute façon, ça ne servira à rien parce qu'il a réussi à aller dans d'autres départements, à faire des victimes dans d'autres départements. Strasbourg, le nord de la France, c'est beaucoup plus loin, quoi. Strasbourg, c'est 500 km. Donc en fait... ça sert Donc votre souhait aujourd'hui, c'est que vraiment la justice vous entende et prenne toutes les mesures nécessaires à votre protection, à la protection des autres personnes
qui pourraient se retrouver ou qui se sont déjà retrouvés dans la même situation que la vôtre. Exactement, parce que moi je me dis que la prochaine sur la liste, enfin j'espère pas, bah, elle va pas s'en sortir. Parce qu'il faut savoir que plus il prend de l'âge, plus c'est... Enfin moi, tel que je le vois, il est encore plus tenace qu'avant. Et comme vous n'avez pas trouvé l'aide nécessaire auprès des institutions, comment vous avez fait pour extérioriser cette souffrance et vers qui vous vous êtes tourné pour obtenir un peu de soutien dans tout ça? En fait, à l'époque, moi j'avais une voisine de palier qui était artiste, peintre. D'accord. Et du coup, déjà, elle m'aimait beaucoup. Parce qu'elle voyait que j'avais un bon fond. Et en fait, elle m'a initiée. Et elle voyait tout ce que je vivais au quotidien. D'accord. Donc, elle m'a initiée et j'ai commencé à peindre. J'ai commencé à extérioriser, parce que j'avais pas trop de protection. J'ai une protection de personne. J'étais seule. En 2014, j'ai fait ma première expérience d'exposition. D'accord. Donc, entre-temps, j'avais arrêté. Puis, avec des connaissances sur les réseaux, ils m'ont dit de reprendre parce que j'avais raconté un peu mon histoire. Et du coup, j'ai repris en 2013. Et là, j'ai organisé toute seule, au culot, ma première expo. D'accord. Au Daube de Pontoise, où j'ai exposé 20 œuvres. D'accord. Et en fait, quelque part, c'était un message par rapport à mon histoire. Mhm. Et à cette époque-là, ils ont voulu que je parle. Et moi, je voulais pas. Vous en voulez à l'État aujourd'hui? Oui, j'en veux à la justice. Parce que il faut savoir qu'il a été vu en confrontation au mois d'avril. Il a reconnu des faits très, très graves. Aux côtés de mon avocat, pendant 4 heures, il a reconnu des faits. Et en fait, je me dis, en fait, il les reconnaît. Bon, il va pas se faire juger puisque ça a été fait avant. Et en fait... cet homme agit en toute impunité et il ne se passe rien. Et là, je reçois un papier, un avis, où on me dit il n'y a pas assez d'éléments. Et vous seriez prête aujourd'hui à engager la responsabilité de l'État sur tout ce qui vous est arrivé? Le problème, c'est que moi, j'ai pas... Voilà, là, ça fait des années que je paye, que je paye. Si on m'aide financièrement, je le ferai. Mais si j'ai pas d'aide financière, je peux pas parce que là, je fais que de payer... J'ai fait appel de cette décision. Je fais que de payer et je me dis je suis en train de me d'y laisser encore plus que vous ne l'avez déjà fait. Et voilà, Alors nous, vous nous avez contacté suite au reportage qu'on avait fait avec Rim, qui elle-même a été victime de violences conjugales et par la suite de faits qui pourraient être constitutifs de harcèlement sexuel et qui seront jugés par un commandant de police, et qui sera jugé donc le 6 octobre prochain, logiquement. Vous nous avez raconté votre histoire, ça nous a énormément touchés. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on fait cette interview, parce que vous souhaitez à un moment donné pouvoir prendre la parole et dire ce qui vous est arrivé. Aussi alerter la population sur ce qui peut se produire, sur quelques manquements qu'il peut y avoir de la part de certains acteurs au niveau de certaines institutions. C'est surtout pour ça aujourd'hui que vous voulez prendre la parole. Nous, on verra si vous souhaitez qu'on vous accompagne, comment nous pourrons vous accompagner, parce que comme vous le dites, ce sont des combats difficiles, de longue haleine. Quelquefois, on essaye de se reconstruire, mais se replonger constamment dans ce genre de situation, c'est pas évident non plus. Non, mais surtout quand ça concerne la violence conjugale, je trouve qu'il y a très peu de moyens. En fait, il y a très peu même de compassion, d'empathie. Je trouve que... Vous pensez que c'est ça qui expliquerait le nombre de féminicides commis trop régulièrement par des maris violents envers... Oui, parce que les femmes, finalement, elles ne sont pas entendues et que finalement... Et en fait, moi, pour avoir dénoncé, j'ai payé... moi, j'ai payé, mais en souffrance, en fait, en étant survivante. Et j'ai eu l'impression que la justice me l'a fait payer, en fait. Du fait que je dénonce et que lui me le fait payer du fait que je dénonce. Et qu'en fait, moi, c'est de souffrance, c'est dans la longévité. Jusqu'à temps que... aujourd'hui, j'ai quand même 45 ans. Je suis une femme de 45 ans. Je me dis, je suis encore dans les combats que j'avais... Sachant que ça vous a pris une énorme partie de votre vie. Donc le préjudice devrait même être réparé
à la hauteur de toutes vos souffrances depuis ces nombreuses années. Et logiquement, aujourd'hui, l'État devrait vous indemniser pour tout le tort que vous avez subi depuis. Et ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai, que je suis une menteuse ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai gardé toute ma vie, tous les papiers, j'ai tout conservé. Les autres victimes ont quand même des vidéos où il y a des menaces, quand même. Il fait des menaces. Et il se passe rien, en fait. Ils prennent rien en compte, en fait. C'est comme si on n'était rien, que nos vies... Déjà, comment ma vie a commencé ? J'ai dépassé ce Vous cap. estimez être une miraculée aujourd'hui au vu de tout ce parcours ? En fait, comme disait une éducatrice judiciaire, elle parlait pour mes enfants et moi, elle me disait, vous revenez de loin. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de résilience pour pouvoir encaisser tout ce que vous avez subi. En tout cas, vous savez que vous avez notre soutien dans ce combat. On vous félicite pour cette ténacité que vous avez, pour ce courage que vous avez, parce que c'est pas évident non plus de prendre la parole comme ça, parce que vous savez que vous êtes sujette peut-être encore à des répercussions, et c'est pour ça que de toute façon aucun nom n'est cité, que vous gardez l'anonymat. C'est mieux ainsi, et de laisser la justice. Je cite les villes, mais en même temps, je veux dire, je ne diffame personne. Pour moi, je diffamerais si je dirais des mensonges, mais là, je dis la vérité. Et qu'à un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est toujours moi. À chaque fois, on me fait passer toujours sous silence. Mais là, non. Et ce n'est plus à vous de vous justifier, mais bien aux agresseurs de se justifier. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Dans ce combat, vraiment, nous compatissons énormément envers toutes ces souffrances que vous avez subies. Si on peut vous apporter quelconque soutien, on le fera, bien entendu. C'est notre rôle aussi de le faire. Et puis, de toute façon, je vous dis à très bientôt. On suivra ça de très près à vos côtés. Merci à vous.